de m'avoir invité à parler aujourd'hui. Donc, les 4 choses que je vais aborder aujourd'hui, oui, on va parler de marché, mais au premier point, dans le fond, vraiment faire le point sur les marchés, quel genre de rendement on a pu avoir par le passé. Parce que les nouvelles financières ont très souvent tendance à être très négatives. Hein? Donc, on écoute Gérald Fillon à Radio-Canada, à CRC ou bien à RDI. On va vous parler de choses qui vont mal, habituellement. Donc, on parle des marchés seulement quand les choses vont mal. Lorsque les choses vont bien, on vous en parle beaucoup moins. Donc, juste mettre ces choses en perspective. Donc, je vais vous parler un petit peu du genre de rendement qu'on a pu avoir par le passé. Pas seulement les marchés, mais plus chez nous aussi, là, en tant que gestionnaire institutionnel, qui gérons dans le fond 2500 milliards sur la planète. Ensuite, je vous parle de 2015, genre de rendement qu'on a pu avoir, justement, l'importance des devises. Je pense que c'est une des choses qui a été le plus marquée l'an passé. Le dollar canadien s'est beaucoup dévalué. On ne l'a pas nécessairement. C'est certain que si vous n'avez pas voyagé, par exemple, ou si vous n'avez pas nécessairement de résidence en Floride, vous avez moins vu en tant que tel l'effet des devises. Mais on commence à le voir un petit peu plus aussi à l'épicerie, par exemple. Donc, je pense que j'ai vu un sac d'amandes à 10 $. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu ça. Donc, c'est certain que c'est l'effet des devises qui commence à justement affecter notre pouvoir d'achat au Canada. Donc, je vais parler un petit peu de ça. Je parle des commodités parce que ça a une grande influence sur la valeur de notre dollar, justement. Donc, pétrole, matières premières, ce genre de choses-là. Je vais finir juste avec peut-être quelques petits conseils, pas de fiscalité, absolument pas, mais juste de placement, où est-ce qu'on peut avoir des placements fiscalement avantageux, des choses qui s'offrent à vous depuis déjà très longtemps. Je veux commencer en répondant à la question que j'ai après toujours. C'est c'est quoi le meilleur moment pour investir à la bourse? Et là, est-ce que c'est le bon moment d'investir à la bourse? Lorsqu'on parle de bourse, les gens disent toujours je pense que j'aime mieux l'attendre parce que présentement, il y a beaucoup de volatilité. Il va y avoir une élection aux États-Unis, on ne sait pas qui va se présenter. Donc, on va attendre que le train passe. On va attendre que les choses se calment avant d'investir. Ce que je veux juste mettre un peu en perspective, ici, vous voyez en anglais, mais quand même, je peux vous faire le topo un petit peu. C'est depuis 1960, à chaque année, il y a au moins une bonne raison de ne pas investir à la bourse. Des fois, c'est drôle, les gens me disent mais le monde est plus volatile actuellement. Je suis désolé, mais je suis certain que si on remonte dans les années 60, 70, pendant la guerre froide, le monde était très volatile, était très dangereux quand même. Ce que je vais vous montrer, c'est que 100 000 $ investis en 1960 dans le marché américain vaudrait le 31 décembre 2014 18,5 millions. Donc, on est passé à travers toutes ces choses-là à chaque année, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit mondialement. Bon, certain que le truc, c'était d'avoir 100 000 $ en 1960. On s'entend que c'était beaucoup d'argent, on s'entend tous pour le dire. Mais le truc, c'est la patience. C'était 185 fois votre mise. Ben, c'est les gens qui n'ont pas paniqué, qui sont demeurés investis, qui avaient un bon plan dans le fonds de placement, puis qui ont respecté leur planification. Donc, juste de mettre sur les choses en perspective, lorsqu'on vous dit qu'il y a toujours, on va attendre avant d'investir, on va attendre avant d'investir, je vois souvent les gens qui ont peur de la volatilité et des événements géopolitiques. La réalité, c'est que si on est patient à travers le temps, on réussit à très bien faire, pas si on est patient. L'autre chose dont je vais vous parler aussi, avant de commencer un peu plus sur l'année passée, puis parler un peu plus des devises, je veux vous parler de taux d'intérêt. Parce que les taux d'intérêt sont rendus excessivement bas. Vous le voyez sur vos CPG. Puis c'est certain que lorsqu'on parlait d'augmentation des prix de l'immobilier, il y a une corrélation directe avec les taux d'intérêt aussi. Donc depuis 1980, que les taux d'intérêt, surtout depuis 1987, les taux diminuent. On a des taux maintenant qui sont négatifs à certains endroits dans le monde. C'est quelqu'un ici qui comprend un peu c'est quoi l'effet de taux négatifs sur une économie. Qu'est-ce que ça veut dire des taux négatifs? Moi, j'ai envie de parler des diplômes que j'ai faits. On n'a jamais parlé de taux d'intérêt négatifs. Lorsque je faisais mes études, ça n'existait pas vraiment, c'était pas dans les livres d'école. Taux d'intérêt négatif, ça veut dire que si je prête, par exemple, je sais pas, j'ai un CPG à 10 000 $ sur 5 ans, mais dans 5 ans, je vais recevoir moins que 10 000 $. J'ai un taux d'intérêt négatif. J'ai tellement peur de perdre mon argent que je suis prêt à le prêter et de recevoir moins d'argent que ce que j'ai prêté au départ. Donc, on est rendu dans cette situation-là à plusieurs endroits dans le monde parce que les taux d'intérêt sont excessivement bas. Donc, certain que lorsqu'on parle à beaucoup de gens qui ne veulent pas prendre de risques, les certificats de placement garantis, quand on parle de CPG, c'est un petit peu ça. La réalité, c'est que les taux d'intérêt étant excessivement faibles, depuis 2003, que ces taux de rendement-là ne sont même pas l'inflation. Donc, vous ne perdez pas d'argent, mais vous perdez du pouvoir d'achat année après année après année. Puis certain que lorsque les taux d'intérêt sont bas pendant 5 ans, c'est dommage, mais bon, les gens se disent que je peux attendre un certain moment, puis les taux remonteront éventuellement, mais le problème actuellement, c'est un peu particulier. Le problème qu'on a actuellement, c'est la longévité. Les gens vivent beaucoup plus longtemps qu'auparavant et la retraite est beaucoup plus longue qu'auparavant aussi. Puis lorsque je regarde les taux d'intérêt, les gens qui étaient investis en CPG, parce qu'il y a beaucoup de gens, dans le fond, il y a 10 ans, il n'y avait pas, les taux d'intérêt étaient beaucoup plus élevés. Mais je monte en 1981. 100 000 $ investis dans un CPG pendant 1 an seulement, vous donnez 17 200 $. Vous pouviez vous acheter une voiture par année grâce à un CPG où il y avait 0 risque. En 2015, j'ai un 100 000 $, j'ai investi dans un CPG encore une fois.
Ça me donne quoi? Ça me donne 1200 $. J'achète la même Ford Escort qu'en 81. Elle est rendue un petit peu plus vieille. Puis ça, je pense que si le réservoir il est plein, parce que sinon, je ne suis pas sûr qu'elle vaut 1200 $. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est que votre pouvoir d'achat avec un certificat de placement garanti, ouais, c'est ça. Mais votre certificat de placement garanti ne vous offre plus le même genre de rendement qu'avant, ne peut pas vous aider à maintenir votre rythme de vie. Donc, on est dans une situation assez particulière où est-ce qu'on doit faire, de mon côté, on va faire l'éducation des gens pour leur montrer que si vous n'êtes pas prêt à prendre du risque à court terme, puis là on parle de risque, là, on parle vraiment de la chance de perdre un petit peu d'argent à très court terme, mais le problème que vous allez avoir, c'est justement que vous ne pourrez pas maintenir votre rythme de vie, vous ne pourrez pas maintenir non plus l'inflation. Donc, c'est vraiment la problématique actuelle. Autre chose aussi lorsque je parle de taux d'intérêt, je veux que les gens réalisent aussi que les taux vont probablement rester bas très longtemps. Est-ce qu'ils peuvent augmenter à très court terme? Est-ce qu'ils pourraient augmenter éventuellement? Oui, légèrement. Mais ce que je veux vous faire réaliser, c'est qu'au niveau démographique, dans le fond, les taux d'intérêt reflètent un peu l'inflation, reflètent la croissance. Bon, cette croissance-là vient, oui, un peu de la recherche, puis du développement économique, puis de la technologie, mais fondamentalement, ça vient de la démographie aussi. Dans un monde, ce que vous voyez ici, ce que je vais illustrer, c'est justement la croissance de la population au courant des 20 dernières années, donc c'est les points jaunes, et la croissance de la population pour les 20 prochaines années, c'est les barres bleues, estimées. Donc, ce que vous allez voir, c'est qu'il n'y a pas une place dans le monde où on s'attend à plus de croissance de population dans les prochaines années que dans les 20 dernières années. Puis vous pouvez aller dans les marchés émergents, vous pouvez aller au Pérou, en Inde ou en Philippines. Oui, il va encore avoir de la croissance de la population, donc plus en plus de gens, mais une moins grande croissance que ce qu'on a vu dans les 20 dernières années. Donc, il y a un ralentissement. Ce que vous voyez à l'extrême gauche, vous ne voyez peut-être pas c'est écrit en petit, mais en Allemagne, les gens se demandent pourquoi l'Allemagne accueille autant de Syriens actuellement. Mais vous regardez la barre bleue, vous allez voir qu'il y a une décroissance de la population, il y a un choc démographique, donc ils ont tout avantage à recevoir un peu plus d'immigrants, évidemment. Vous voyez peut-être le Japon. Le Japon, on en parle beaucoup parce que justement, c'est une place où les taux d'intérêt sont négatifs. Au mois de juillet passé, c'est vendu plus de couches pour adultes que de couches pour bébés au Japon. Je ne sais pas s'il y en a qui ont voyagé, là, mais vous allez au Japon, je suis allé au Japon il y a peut-être 3 ans, puis dans le métro, il y avait des annonces de couches pour adultes. Très particulier. Mais démographiquement, c'est peut-être qu'un monde où est-ce qu'il y a moins de gens, en sorte qu'il devrait y avoir un peu moins de croissance, puis les taux d'intérêt devraient rester un peu plus bas, évidemment. Si je reviens au Canada, je montre un peu l'exemple au Canada. Ce que vous voyez ici en les barres vertes, c'est la croissance de la population par strate d'âge pour les 20 prochaines années. Donc de 2010 à 2030 au Canada, ce que vous allez voir, c'est que la majorité de la croissance de la population va venir des gens de 60 et 80 ans. Donc les baby boomers qui arrivent à la retraite, puis qui prennent leur retraite. Bon. Vous voyez en fond, la fameuse pyramide des âges qui est inversée, on le voit directement ici, puis ça fait longtemps qu'on la montre à l'école. Ce que vous voyez, la ligne grise ici, c'est grosso modo la théorie du portefeuille qui fait en sorte que les gens qui sont plus âgés ont tendance à prendre moins de risques dans leur portefeuille de placement, donc avoir plus d'obligations, donc plus de revenus fixes, moins d'actions. L'autre chose que je vais vous parler, parce que bon, on parle un peu d'immobilier, je vais juste vous mettre, je vais vous montrer à quel point le marché a pu bien faire. Les gens, dans le fond, pensent que les 10 dernières années, le marché immobilier a très très bien fait, ce qui est vrai, puis que les actions ont très très mal fait. Je reviens sur 2015 maintenant pour les rendements. Je parle un peu de l'importance des devises. Pour ce qui est des rendements de 2015, je pense que c'est important de dire, le gros mouvement de l'an passé, c'était le dollar canadien qui s'est littéralement effondré. Donc, l'an passé, vous aviez investi à l'extérieur du Canada, vous aviez acheté des actions américaines, vous aviez acheté un fonds qui investit aux États-Unis, ou vous aviez tout simplement pris votre argent canadien au début de l'année et vous l'avez changé en dollars US, vous n'avez rien fait. Vous auriez fait grosso modo environ 19 % de rendement. Donc, évidemment, encore une fois, en se diversifiant, en n'étant pas seulement investi au Canada, il y avait moyen de faire des rendements dans les dernières années. 2015, c'est un exemple de ça. Pour ce qui est des obligations, 3,5 % de rendement pour les obligations l'an passé. Lorsque les taux d'intérêt descendent, le prix des obligations augmente. Donc, c'est la relation qui existe entre les obligations et puis les taux d'intérêt. L'an passé, les taux d'intérêt ont descendu 2 fois. Donc, la Banque du Canada a descendu 2 fois les taux d'intérêt. Selon nous, on s'attendait à une autre baisse de taux d'intérêt pour se rendre, dans le fond, encore plus bas. Sauf qu'avec l'élection des libéraux qui ont annoncé qu'elle allait avoir probablement un certain plan de stimulus, on s'attend à ce que la Banque du Canada attende de voir, dans le fond, le budget fédéral s'en vient, je pense, le 22 mars, je crois. Le 22 mars, donc très, très bientôt. On s'attend à une annonce de déficit. Je pense que la plupart des gens s'attendent à un beaucoup plus gros déficit que prévu. L'économie canadienne est vraiment en ralentissement. Il faut de voir quel genre de plan de stimulus vraiment les libéraux vont mettre en place, puis à quelle rapidité ils vont pouvoir mettre ça en place. Sinon, la Banque du Canada a annoncé qu'elle était prête, elle aussi, si c'était nécessaire, à aller vers des taux négatifs. Donc, pas qu'elle va le faire, mais elle se laisse la possibilité de le faire si jamais ça devenait nécessaire pour stimuler l'économie. Donc, je pense que c'est important de comprendre que, oui, on vit dans un environnement où les taux sont très bas, mais réaliser qu'ils sont, à part aux États-Unis, ils sont encore plus bas ailleurs.
Donc, les taux sont négatifs actuellement en Suisse, en Suède, au Danemark, au Japon. Donc, on vit dans un monde assez différent des 20 dernières années, où les taux d'intérêt peuvent aller encore plus bas, et c'est le cas même au Canada aussi. Pour ce qui est de la devise, un peu pour vous illustrer à quel point le fait d'investir à l'étranger peut être bénéfique lorsque le dollar canadien baisse, je vous donne l'exemple un peu de quelqu'un qui aurait acheté un condo à l'étranger. Donc, vous achetez un condo en Floride pour 300 000 le 1er janvier 2011. Donc, 300 000 américains, à ce moment-là, équivalait à 300 000 canadiens. Donc, très simple. Le 1er septembre 2015, je vends ce condo-là, puis admettons, disons que le prix du condo n'a pas augmenté. Donc, je vends encore 300 000 US. J'ai acheté un condo il y a 4 ans, il n'a pas pris de la valeur, je le vends 300 000 US. Bien, seulement parce que le dollar canadien a baissé de 25 mais mon 300 000 US, il vaut 400 000 canadiens. Donc, j'ai fait 25 de gain juste parce que le dollar canadien s'est déprécié. Donc, c'est un peu ce qu'on a vu l'an passé si vous étiez investi à l'étranger. C'est le genre de rendement-là qu'on a fait. Bon, il y a beaucoup de gens qui me demandent qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là. Si je m'attends à ce que le dollar canadien remonte, peut-être pas vers la parité, mais remonte graduellement, est-ce qu'il y a des manières de me protéger? Donc, d'investir à l'étranger et de protéger quand même mon placement. La réponse est oui, il existe des manières de faire ça. On a ça des contrats à terme, des futures. On a ça, dans le fond, dans nos propres solutions de placement. Donc, il y a manière d'utiliser des solutions de placement qu'on appelle devises neutres, parce qu'on va venir complètement éliminer le risque de change. À ce moment-là, si le dollar canadien continue de baisser, je ne ferai pas d'argent avec mes placements à l'étranger, mais je ne perdrai pas d'argent non plus si le dollar canadien remonte. Donc, je viens commencer. Dans le fond, je viens geler mon gain de change que j'ai pu faire dans les dernières années si j'étais investi à l'étranger. Donc, c'est le genre de solution qui existe, qui n'est pas très cher, puisque vous voyez dans le fond au tableau, c'est un peu une explication de tout ça. Donc, vous aviez investi 100 000 dans un placement à l'étranger lorsqu'on était à parité. Au fur et à mesure que le dollar canadien descend, 90 sous, 80 sous, 70 sous, mon placement vaut maintenant 111 000, 125 000, 142 000 $. Si je viens me couvrir, si je viens prendre une option devise neutre, alors même si le dollar canadien remontait, je conserve mon 142 000 $. C'est certain que si le dollar canadien continue à baisser, je ne ferai pas plus d'argent non plus, je suis bloqué à 142 000 $ par rapport au risque de change. En termes de commodité, je vous montre, parce que je pense que c'est important de comprendre aussi, le Canada est un grand exportateur de ressources. Les 15 dernières années, notre création d'emplois, notre croissance économique, il y a eu deux choses. La construction immobilière, on l'a vu tantôt, donc le nombre de chantiers qui ont eu lieu, énormément de création d'emplois de ce côté-là. L'autre chose, c'était le pétrole et puis les matières premières. Puis même entre 2002 et 2014, les exportations canadiennes, en 2002, c'était 2 étaient composés du pétrole. En 2014, on parlait de 16 Donc l'économie est beaucoup plus dépendante des exportations pétrolières maintenant qu'il y a 15 ans. Donc littéralement, là, on a une grosse différence. Ça fait en sorte qu'on le voit peut-être moins, sauf qu'au Québec, on reçoit des péréquations. Donc cette péréquation provient de qui? Des provinces qui ont des surplus. Donc, des provinces qui ont des surplus, on parlait beaucoup de l'Alberta et Terre-Neuve, mais c'est des provinces qui avaient beaucoup de revenus grâce au pétrole aussi. Donc, actuellement, l'Alberta est déficitaire. Terre-Neuve n'est peut-être pas déficitaire, mais l'Alberta est déficitaire. Donc, le calcul, la péréquation se fait de manière triennale, je pense à chaque 3 ans. Donc, lorsqu'on va faire un nouveau calcul, ça ne me surprendrait pas que soudainement, on reçoive beaucoup moins d'argent. Donc, il y a des effets, même au Québec, même si on n'exploite pas le pétrole, parce qu'on recevait une manne de 9 milliards par année. Si on ne reçoit pas cette manne-là, ben, c'est un trou de 9 milliards dans le budget, puis ça a des conséquences, ce qui veut dire qu'on augmente les impôts. Déjà, ça va être très élevé, mais ils sont toujours très bons à trouver des façons de taxer plus certaines choses. Mais ça peut être une diminution dans les services, ça peut être une diminution aussi dans le genre de services sociaux qu'on peut recevoir. Donc, il va y avoir des impacts aussi locaux, des impacts locaux vraiment ici au Québec aussi, dans l'Est du Canada. Donc, c'est de voir vraiment comment ça va se comporter. C'est pour ça qu'on va avoir un déficit, au budget qui s'en vient. C'est pour ça aussi qu'on s'attend de notre côté à ce que l'économie canadienne ait quand même pas mal de misère pendant les 2 à 3 prochaines années au moins. Pour trouver un nouveau moteur économique au Canada qui est différent de ce qu'on a eu les 15 dernières années, ça va prendre un certain moment. Puis même un dollar canadien qui est plus faible, les gens pensent que la manufacture, le produit va revenir au Québec. La réalité, c'est que le pesos mexicain a autant baissé, puis je vois mal des firmes revenir au Canada pour faire des t-shirts, sérieusement. Donc, même si un dollar canadien qui est plus faible, il n'y aura pas un retour nécessairement aussi gros du secteur manufacturier. Je ne pense pas que GM va réouvrir son usine à Boisbriand. Donc, on s'entend qu'il va y avoir une espèce de période de transition au Canada qui va être assez complexe. Puis c'est probablement là qu'on s'en va en tant que tel pour ce qui est de l'économie canadienne. Bon, je vous montre un peu, juste pour mettre ça en perspective, parce que les gens me demandent, bon, si l'économie canadienne va aller mal, le temps de ne pas investir au Canada et d'investir ailleurs. C'est un petit peu dommage, parce que je veux dire, c'est un petit peu trop tard pour sortir du Canada. Dans le sens que vos investissements, si je vous regardais, dans le fond, j'ai fait une analyse très rapide, mais la performance du marché canadien à très court terme. Du 1er janvier 2015 au 20 janvier 2016, la bourse canadienne a corrigé de 16,44 %. En même temps,
le dollar canadien a baissé de 19,6 %. L'économie canadienne a beaucoup baissé, l'indice canadien a beaucoup baissé. Pourquoi? Parce que le prix du pétrole a baissé. Je vous l'ai dit, dans le fond, il y a environ 16 % des exportations qui sont du baril de le pétrole. Le rythme, là, il aurait pu éventuellement ne plus en importer, mais il en importe beaucoup moins qu'avant. Pourquoi? Parce que le gaz de schiste, le pétrole de schiste, pendant que nous, on a mis un moratoire, eux, ils ont décidé qu'ils allaient forer et qu'ils allaient se poser des questions plus tard. Donc, c'est vraiment particulier. Donc, plus d'offres, moins de demandes. Le prix devrait baisser à ce moment-là. Donc, on a eu une baisse de prix de 90 $, on est allé toucher quasiment 30 $. Donc, c'est une baisse dramatique de 66 % du prix du baril de pétrole. Donc, quand 16 % de tes exportations au Canada, c'est ça, bien, il y a un impact, c'est évident. La production commence à chuter. La production, c'est-à-dire, commence maintenant à chuter. Donc, pas en 2014, même si les prix ont baissé dramatiquement en 2014. Là, présentement, la production commence à chuter un petit peu. Donc, on devrait commencer à avoir un équilibre. Puis, on commence à voir le prix du baril du pétrole qui remonte. Et là, après ça, c'est de savoir est-ce qu'il va revenir à 90 $. C'est vrai que chez nous, on a de la misère à avoir un prix du baril qui remonterait à 90 $ parce qu'il y a beaucoup plus d'offres qu'avant. Puis aussi parce que, j'en ai pas parlé nécessairement, mais au niveau technologique, on consomme moins de pétrole. La plupart de nos véhicules sont peut-être pas. Je parle même pas d'hybride, je parle même pas de véhicules électriques, mais les véhicules sont beaucoup plus performants qu'avant. La plupart des gens ont des véhicules V4 alors qu'il y a 15 ans, les gens avaient tous des V6 ou les gens avaient des plus gros véhicules. Puis je peux avoir un véhicule qui est aussi puissant sans en consommer autant de pétrole. Et l'autre chose aussi, c'est que dans la majorité des pays émergents, alors que beaucoup de la production d'électricité était faite grâce au charbon, grâce au pétrole, bien, ça a causé des problèmes énormes, donc ils commencent à se revirer vers d'autres énergies. Je vous montre un peu la conséquence à Shanghai, ou bien à Delhi en Inde, ou à Hong Kong, ou à Singapour, en Égypte, au Mexique, au Brésil, même à Moscou. Donc, quand il y a une plus grosse portion de la population des pays émergents qui se retrouvent en ville, bien, soudainement, on a beaucoup plus de consommation d'électricité. Puis cette consommation-là, dans le fond, provenait beaucoup du charbon et dans le fond d'énergie polluante. Actuellement, la Chine est le pays qui investit le plus en énergie renouvelable. Ça paraît bizarre, mais ils n'ont pas le choix jusqu'à un certain point. Donc, c'est en sorte que la demande de pétrole à plus long terme, on voit qu'elle, pas qu'elle a plafonné, mais qu'elle devrait être moins importante. Donc, c'est difficile pour nous de revoir un prix du baril qui va retourner à 90 $ ou même à 150 $ comme on a pu voir en 2008 jusqu'à un certain point aussi. Donc, des choses à considérer lorsqu'on regarde l'économie canadienne qui doit justement se réadapter et changer un petit peu de moteur économique. Juste vous montrer, dans le fond, pour vous faire réaliser que pour le Canada, c'est certain qu'un prix du baril qui diminue, c'est dommageable parce qu'on a un grand exportateur. Donc, vous voyez ici, c'est annuellement un prix du baril qui est à 50 $ au lieu de 90. C'est 40 milliards de moins dans nos coffres annuellement. Annuellement, donc ça a un impact direct. Vous voyez, par exemple, qu'il y a d'autres pays qui sont beaucoup plus affectés. L'Afrique subsaharienne, le Moyen-Orient, la Russie, l'Afrique du Nord. Vous allez soudainement avoir plus d'argent dans les poches des Américains, des Européens, des Chinois, des Asiatiques, pardon. Donc, beaucoup plus populeux, des régions qui sont beaucoup plus démocratiques, l'argent moins concentré dans les mains de certains régimes, certains individus aussi. C'est certain qu'à court terme, par exemple, au Canada, c'est mauvais, mais à plus long terme, étant donné qu'on exporte vers les États-Unis, mais plus d'argent dans les poches des Américains devrait redynamiser leur économie, ce qui devrait, en fond, éventuellement redynamiser notre économie aussi jusqu'à un certain point, si on est capable de réajuster le tir un petit peu. Mais important de savoir, un prix du baril qui diminue, il y a des gens qui gagnent, des gens qui perdent, mais au net, il n'y a pas d'argent qui est créé ou qui est perdu. Je vais passer vite un petit peu là-dessus, mais juste pour vous montrer à quel point, encore une fois, le pétrole était une portion importante de l'économie canadienne. Jusqu'en 2013-2014, donc 36 % et même 43 % de la croissance de l'emploi au Canada provenait de l'Alberta seulement. Donc l'Alberta était réellement le moteur économique du Canada depuis un bon petit moment. Puis quand je vous parle du coût de la main-d'œuvre, des fois on ne le réalise pas, mais le coût de la main-d'œuvre en 2003 et 2015 a augmenté de manière très importante au Canada. Pas parce que les salaires ont augmenté, mais parce que le dollar canadien a tellement augmenté qu'on était plus compétitif. Pendant très longtemps, on avait l'impression de dire qu'au Canada, le coût de la vie est beaucoup moins élevé. Avec la hausse du dollar canadien pendant très longtemps, c'était plus nécessairement le cas. On était plus compétitif jusqu'à un certain point. On l'a vu avec certaines entreprises américaines, pharmaceutiques par exemple, qui ont quitté le Québec. Donc, ça vous donne un petit peu une idée de ce qui s'est passé. Donc, c'est pour ça qu'il y a un rebalancement à se faire, puis qu'avec un dollar canadien qui commence à faiblir, on va redevenir un peu compétitif. Mais quand même, il y a un certain degré de transition à avoir lieu aussi. Ce qui est intéressant, par exemple, comme je vous disais tantôt, c'est qu'en termes d'investissement, les compagnies canadiennes ne représentent que 2, quelques pourcents, dans le fond, de la capitalisation boursière mondiale. Donc, c'est pas parce que comme je vous disais présentement, actuellement, oui, on investit un peu plus au Canada, mais je peux investir à l'international. Je peux acheter des compagnies américaines dans mon portefeuille, dans mes fonds d'investissement, dans mes mandats privés d'investissement.
nous on le fait beaucoup. Donc ça fait en sorte que je peux avoir une certaine diversification. C'est pas parce que je suis Canadien que je dois investir la totalité de mon portefeuille au Canada. Je peux détenir des business à l'étranger qui peuvent bénéficier justement d'une monnaie qui est plus forte aussi. Donc la diversification reste probablement importante. Je pense que les gens doivent être au courant que leur portefeuille ne devrait pas être seulement investi au Canada. États-Unis, je vous dis que l'économie va très bien aux États-Unis. Le chômage est au plus bas qu'on n'a jamais vu. Il y a la création d'emplois à chaque mois, donc les choses vont quand même très très bien. Et on commence à voir les salaires augmenter aussi. Donc auparavant, on voyait la création d'emplois, mais la qualité de ces emplois-là n'était pas incroyable. Ces emplois étaient temps partiel. Maintenant, on voit la qualité des emplois augmenter beaucoup, puis les salaires commençaient à augmenter un petit peu. La question que j'ai beaucoup aussi par rapport aux États-Unis, les gens me parlent de l'élection. Ça va avoir une influence sur les marchés. Je vous dirais qu'habituellement, il y a une certaine influence des élections sur le marché, mais je vous dirais que chez nous, ça n'influence pas notre thèse d'investissement. On sélectionne des compagnies qui sont solides et qui peuvent avoir des bons rendements ou des bons revenus, peu importe quel genre de cycle électoral on est. Bon. Je finis avec seulement, il est temps, je vais vous laisser partir, je finis avec quelques petites choses juste par rapport à l'efficacité fiscale de vos placements. Je vais faire une présentation d'1 heure là-dessus, donc je vais juste passer, je vais lancer un petit peu quelques idées. Les États-Unis et l'Europe sont encore intéressants. Je ne vais pas parler beaucoup de l'Europe, mais oui, l'Europe en termes d'investissement est encore intéressante, on ne paye pas très cher. Les taux d'intérêt vont probablement demeurer bas. Puis j'en ai parlé à la fin, les rendements sont importants, mais rendement égale performance, moins frais, moins impôts. Il faut oublier les impôts. Si vous payez beaucoup d'impôts sur vos rendements et vous en reste peu, peut-être qu'il y a une manière de rendre ça plus efficace aussi. Finalement, diversifier toujours vos actifs de solutions qui sont investies sur les marchés, toujours souhaitable. Donc, pas seulement investi en bourse, pas seulement investi en obligations, pas seulement investi au Canada. Je pense que la diversification est la meilleure façon de réduire le risque de vos portefeuilles. Vous permet d'aller chercher des rendements qui sont adéquats, qui vont pouvoir battre l'inflation sans prendre trop de risques. Donc, bref, je vous montre la première diapositive, je vais juste finir avec ça. Vous vous rappelez, donc 100 000 $ investis en 1960 vaut maintenant 18,5 millions. 18,5 millions. L'important, c'est d'être patient et de respecter votre plan financier, votre plan.